Claudie, justement, qui était en Haïti aussi. Hein. Claudie qui était en Haïti. Alors justement, oui. votre rôle, alors, c'était quoi? Bah, mon rôle, en fait, ça a été d'organiser cette opération, cette mission. J'ai envie de parler, en fait, de la genèse de cette envie. En fait, j'étais partie en vacances au mois d'août, et au retour de vacances, dans l'avion, j'étais assise à côté d'une personne qui m'a montré un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Dès que j'en parle, d'ailleurs, j'ai toujours une émotion qui est très, très présente. Je vais intervenir. Je peux intervenir seule. Et en fait, sur ce film, ce qu'on voyait, c'était un petit garçon qui devait avoir à peine une dizaine d'années. Et ce petit garçon, il était justement en état de choc. Il se roulait dans la boue bien bien mouillée, et il mangeait des quantités de boue, comme ça. Il mettait de la boue dans sa main, il mangeait de la boue, il appelait son papa, il appelait sa maman, qu'il avait vu mourir justement devant ses yeux. Et je me suis dit, c'est dommage, parce qu'en fait, finalement, avec une technique comme le FT, évidemment, on ne va pas lui rendre ses parents, évidemment, on ne va pas lui empêcher d'avoir ce chagrin-là, mais en tout cas, on pourrait lui permettre de faire un deuil, on va dire, le moins douloureux possible, le plus normatif possible. Dans la mesure où on peut parler de normalité ou de normalisation quand on évoque un deuil. Donc, au début, je me suis dit, je vais aller dans cet endroit. J'ai proposé donc à cette personne qui était présidente d'association de venir pendant une quinzaine de jours pour m'occuper de ces petits-enfants-là. Et je me suis dit, c'est un petit peu dommage, parce que finalement, je vais travailler sur un certain nombre d'enfants, et après ça s'arrête. Et c'est pour ça que quand je suis arrivée en France, j'ai proposé justement à Jean-Michel, s'il était partant, comme c'est quand même le leader de l'AFT en France, et qu'il avait déjà formé plusieurs thérapeutes. C'est le premier, je crois. Hein. Vous êtes le premier, je crois. Le premier formé par Carl Craig. Voilà, un des premiers, on va dire. Un des premiers. Et à mon sens, parce que bon, c'est vrai que je suis un petit peu en contact avec cette technique-là, tu es notamment connu pour l'écriture pour la rédaction de livres, mais bon, on en parlera plus tard. Je finis mon anecdote. Mon anecdote, c'est que finalement, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir apporter quelque chose à ces personnes-là pour qu'après notre départ, elles puissent être autonomes par rapport à ce qui se passe dans ce pays-là. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Jean-Michel donc de m'accompagner sur ce projet-là. Et à partir de là est née l'idée de fonder cette association, de récolter des fonds qu'on n'a pas récoltés, donc on est parti sur nos fonds propres pour aller faire cette mission et pour aller former à peu près 300 personnes au total. C'est important de le dire. On a formé 300 personnes, on a travaillé sur des personnes, c'est-à-dire qu'on a pratiqué cette technique-là sur la plupart des personnes, mais surtout on a formé 300 aidants pour qu'eux-mêmes, après, par la suite, puissent aussi transmettre et appliquer cette technique à des personnes de leur entourage. Alors, pour les chocs post-traumatiques, ça marche vraiment très bien. D'ailleurs, c'est une des techniques reines. Il y a eu beaucoup d'études médicales, scientifiques qui ont été faites justement sur le traitement du stress post-traumatique. Pour ma part, je suis allé en Haïti avec Claudie Caufour, qui est la présidente de Énergie Psy Sans Frontières. Et au départ, quand elle m'a proposé d'y aller, je me suis dit, bon, est-ce que vraiment, on va vraiment se retrouver dans une situation... Être à la mesure de l'événement, parce que c'est assez difficile quand même. Oui, c'est vraiment, là, on arrête de rire quand on est là-bas. C'est vrai que... Un séisme à tous les niveaux. Hein. Oui, tout à fait. Et donc on s'est retrouvé, enfin je me suis retrouvé face à une assemblée de 300 personnes que je devais former. Au bout de cette formation, déjà il y avait pas mal de changements, à la suite de quoi on a proposé aux gens de faire des séances thérapeutiques. Et les changements ont vraiment été au rendez-vous. Donc on a pu mesurer, parce qu'on avait des questionnaires validés, on a fait remplir avant et après, et on a pu mesurer l'impact. On reste en contact avec certaines de ces personnes qui franchement... L'objectif, c'était lequel en fait? L'objectif, c'était d'apporter une aide aux personnes d'Haïti et en même temps de vérifier que cette technique pouvait être facilement déployable dans le pays. Ce qu'on a vraiment vérifié. Il y a de nombreux témoignages qu'on a pu filmer et qui confortent cette idée. Donc l'idée maintenant, ce serait de retourner en Haïti pour aller former des psychologues, pour qu'on puisse vraiment diffuser cette technique bénévolement, bien évidemment. Parce qu'à un moment, vous parlez de dissociation en fait. Une personne qui se met à côté se dissocie pour être à côté de sa douleur en fait. Pour refuser sa douleur, en fait, elle se... Alors cette notion, est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Oui, en fait, la dissociation, c'est le principe de base des enfants. C'est-à-dire que quand on commence à souffrir, quand on vit une situation extrêmement difficile, eh bien, une des toutes premières réactions qu'on fait, c'est qu'on s'imagine ailleurs. Voilà.
Je prends un exemple très concret. L'enfant qui est frappé par son père, eh bien, il peut s'imaginer dans un autre monde. Donc le corps prend les coups, mais l'esprit, lui, est ailleurs. C'est un mécanisme de défense. Exactement. C'est ça, de protection. À Haïti, on a vraiment pu se rendre compte que la totalité de la population est comme ça, ce qui présente un danger majeur. C'est-à-dire que les gens, ils sont plus du tout empathiques. Est-ce que c'est pas une forme d'intelligence aussi de se détacher pour moins souffrir? Non, c'est pas. C'est le corps qui réagit comme ça? Oui, oui, c'est une forme de protection, c'est pas une forme d'intelligence. Au contraire, si on est totalement dissocié, on n'est plus empathique. Si on n'est plus empathique, on n'est plus capable de comprendre la souffrance de l'autre. Et donc, de là découlent des travers, des perversions. Les pervers narcissiques, par exemple, sont des personnes qui sont totalement incapables d'empathie. Pervers, c'est au masculin. Je suis là, je suis soulagée. Et donc, en fait, il y a un danger, en fait. À être dissocié, oui, bien sûr. Alors, en plus, il y a un problème, c'est que si je suis dissocié, je ne suis pas réceptif à la thérapie. Donc, ce qu'on a dû faire en Haïti, et ça a été pour nous un super entraînement, c'est d'abord de réassocier les gens. Alors, je vous donne... Alors, concrètement, ça se passe comment, alors, justement? Ce que j'allais vous dire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est en train de vous expliquer qu'il a vu sa maison s'écrouler sur sa petite sœur, qu'il l'a entendu gémir pendant 3 jours et qu'après elle est morte. Et il vous dit ça comme si, grosso modo, il est en train de vous expliquer ses derniers résultats de son match de golf. Enfin, en Haïti, il y a un détachement total. C'est ça. Voilà, ils sont complètement coupés de leurs propres émotions. Et on le voit au regard, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le regard des gens, c'est vide, il n'y a rien derrière. Et potentiellement, finalement, ce sont des bombes, parce que quand on n'est pas en phase avec ses émotions, on peut faire n'importe quoi. C'est exactement ça. On n'est pas en lien avec la souffrance de l'autre, on ne se rend pas compte qu'on est susceptible de faire mal, de faire du bien non plus. Et donc, en fait, ça reste, enfin, c'est des situations qui sont potentiellement très très explosives à cause de cette dissociation, justement. Et la reconnexion esprit avec le corps, elle se fait comment? Mais elle se fait déjà. Il faut se rassembler après. En parlant. C'est le temps qui répare, qui efface? Pas forcément en fait. Il y a différentes techniques thérapeutiques qui nous permettent d'accélérer ça. Mais dès qu'on arrive à cette reconnexion, eh bien, à partir de ce moment-là, on applique l'EFT, c'est-à-dire qu'on commence les stimulations. Et là, il se passe ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de libération de l'intensité émotionnelle qui était stockée au moment du trauma. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, on a filmé une séance. Le traumatisme, c'est ça? Oui, le traumatisme. J'ai travaillé avec Kenol, par exemple, qui est un jeune homme qui, lui, a eu la jambe bloquée par un mur. Il est resté 3 jours sous les décombres. La douleur était tellement intense qu'il nous expliquait qu'il essayait de se suicider, de s'étrangler avec l'élastique de son t-shirt. Et donc, il a été rapatrié en France. On l'a amputé plusieurs fois. Là, aujourd'hui, il avait un moignon et une prothèse, et avec une douleur du membre fantôme. Donc, il a bénéficié d'un traitement relativement onéreux, et le traitement s'est arrêté 15 jours avant. Ce serait bien que tu expliques ce que c'est que la douleur du membre fantôme. Oui, c'est ce que je disais. D'accord. Alors, la douleur du membre fantôme, c'est la jambe est coupée, et j'ai l'impression d'avoir mal dans le mollet. Par exemple, elle est coupée à hauteur du genou, et j'ai encore mal dans le mollet ou dans les pieds. Ah, d'accord. Donc ça, voilà, on appelle ça le membre fantôme. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun médicament qui fonctionne là-dessus, quoi. Donc on a travaillé sur cette douleur, et il a vraiment été très très surpris. Il y a un témoignage d'ailleurs sur le site de Energy Psy. UpsiSF, www.upsisf. Merci. Où il explique comment il a vécu cette expérience et comment la douleur, il avait l'impression qu'elle sortait des pores de sa peau. En fait, elle sortait des points d'acupuncture. Enfin, c'est son expérience, c'est pas toujours comme ça, mais c'était vraiment très intéressant. On est allé dans 2 orphelinats. J'ai eu l'occasion de travailler avec une petite fille qui était... elle ne parlait plus. En fait, j'ai demandé à la directrice de l'orphelinat si elle souhaitait que je travaille avec une enfant ou un enfant en particulier. Et donc elle me désigne une petite fille qui a une dizaine d'années et qui ne parle plus. Ils l'ont récupérée dans un camp, ils ne savent pas trop son parcours. Elle me dit, bon, on pense que sa maman, elle a dû mourir avant le tremblement de terre. Maintenant, depuis quelques mois, elle s'isole, elle fait pipi au lit, elle ne parle pas aux autres enfants. On commence à faire une séance, et puis en fait, au bout d'un moment, la sœur me dit, là, non, je crois qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin que ça. Et je lui dis, mais pourquoi donc? Elle me dit, parce qu'elle va pleurer. Et je lui dis, mais c'est justement ce que je suis en train d'essayer de faire. C'est-à-dire, j'essaye de la réassocier. Et en fait, donc, elle se réassocie, on fait la séance de FT, et à la fin, elle commence à parler.
Et là, elle explique qu'en fait, elle était en train de jouer dans sa rue au moment du tremblement de terre et qu'elle a vu l'immeuble s'effondrer sur sa maman. Et ça faisait juste 6 mois qu'elle était là, et 6 mois qu'on lui disait non, non, mais ta maman, elle va peut-être revenir, ou des choses comme ça, quoi. Donc, quelle confiance elle peut avoir dans les adultes qui l'entourent, etc. Et là, c'était la première fois où moi, je lui ai fait dire des mots, ma maman ne reviendra jamais, elle est morte, etc. C'était une bonne sœur qui était directrice de l'orphelinat. Elle était un peu horrifiée que je dise des choses comme ça. Mais après, quand elle a vu les faits sur la petite fille qui retrouvait la parole, qui se mettait à expliquer tout ça, elle nous a dit d'ailleurs, je pense qu'on a dû rater un épisode, quoi, et qu'il faudrait qu'on change quand même beaucoup de choses et qu'on se réconcilie avec nos émotions, c'était son terme. D'accord, mais lorsque vous voyez ces choses, hein, cette détresse, toutes ces personnes qui souffrent, justement, comment vous faites vous aussi on tapote. Pour essayer d'oublier, parce qu'en fait ça change aussi la... on n'a pas envie d'oublier. Voilà, justement, voilà. On n'oublie pas. Donc ça reste. Il y a un truc qui est vraiment bien en EFT, qui s'appelle l'emprunt des bénéfices. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler sur c'est quelle banque? C'est la banque du bien-être. J'ai un RIB là, c'est Ça paye cash. Oui, ça paye cash. Quand vous êtes en train d'accompagner quelqu'un et que vous lui montrez les points où est-ce qu'il faut stimuler, en réalité, vous êtes aussi en train de travailler sur vous. Évidemment, quand on vous raconte des trucs atroces, quand on travaille avec des enfants qui sont vraiment dans une détresse émotionnelle, ça nous impacte, hein. Moi, ça m'arrive d'avoir les larmes aux yeux. Mais comme justement, on est en train de pratiquer sur nous, eh bien, on évacue en même temps. Donc, on prend et on lâche. Et Claudie a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit on n'a pas envie d'oublier. Ah non, on n'a pas envie d'oublier. Et pourquoi, en fait? Parce que ça reste des beaux moments humains. Parce que le fait qu'eux, ils souffrent, il y a un sentiment justement de culpabilité de ne pas souffrir aussi. Non, c'est pas comme, c'est pas comme ça que je regarde la chose. Mais moi, je regarde ça dans le terme d'échange humain. On a eu un échange humain avec ces personnes-là très très riches. On leur a donné, ils nous ont donné aussi certainement bien plus que ce qu'on leur a donné. Et puis il s'est créé des liens. On n'est pas venu, on n'a pas pris, on n'est pas reparti. Il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de l'échange, du don. Oui, c'est ça, c'est vraiment être dans l'humanité. Moi, j'ai fait 7 ans de soins palliatifs. Au départ, moi aussi, je suis personnel. J'imagine le pire. Oui, alors. Vous pouvez nous en parler? Non, c'est une expérience privée. On en parlera pendant la pause. Un mois de garde à vue, oui, allez-y. Eh bien, quand on est en soins palliatifs, on s'imagine que c'est extrêmement difficile. En fait, on a en retour beaucoup plus qu'on donne, quoi. On s'imagine que ça va vraiment, qu'on va être épuisé et tout, et pas du tout. C'est vraiment une expérience géniale, quoi. L'envie, c'est de repartir. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à un moment? On se dit qu'on est démunis par rapport à toute cette souffrance, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire plus? Mais non, on n'est pas démunis du tout. Justement, on s'aperçoit qu'on peut vraiment apporter des choses. Il n'y a qu'à voir les témoignages en vidéo qu'on a rapportés. Les gens, ils nous ont dit, mais venez, revenez, et on va vous déranger, vous redéranger encore. Parce que ce que alors vous qu'ils avaient là, vu des équipes de psychologues, hein, entre parenthèses, hein, bien oui, avant. je n'osais pas le dire, mais... Oui, c'est vrai que c'est peut-être pas très sympa. Non, en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est que à la fin, ils nous ont dit ouais, on vous attendait, on s'imaginait que vous alliez venir avec votre science, et puis finalement, on s'aperçoit que vous êtes venu avec votre science, mais que vous restez très cool, très humble, mais qu'en plus, vous nous donnez l'outil. C'est-à-dire que vous venez pas faire quelque chose sur nous, vous nous apprenez, c'est le fameux proverbe chinois, quoi. Vous venez nous apprendre à pêcher. C'était primordial. Finalement, pour moi, quand je t'avais parlé de ce projet la première fois, c'était quelque chose de primordial. Je voulais pas arriver dans un endroit, faire quelque chose et puis repartir et puis ciao, quoi. Et puis ne rien laisser finalement. Je trouve que là, ça aurait été se servir. Me donner peut-être bonne conscience, mais en me servant. Et pour moi, c'était vraiment fondamental de pouvoir laisser quelque chose là-bas. Et ce qu'on a laissé, justement, c'est cette technique-là. Et ce qu'on compte encore laisser dans un second voyage, j'espère qu'il sera le plus rapide possible, bah, ce sera un approfondissement, ce sera encore rencontrer d'autres personnes, soigner d'autres personnes, transmettre cette technique à encore plus de thérapeutes, bah, de telle sorte que ce soit accessible finalement dans tout Haïti.